Quand le prêtre demanda si quelqu'un avait quelque chose à dire contre ce mariage, le téléphone du marié sonna. Mathieu Dupont regarda l'écran, blêmi, et sans dire un mot, sortit de la cathédrale Notre-Dame de Lyon, en laissant Camille Rousseau seule devant l'autel, le voile couvrant un visage sur le point de s'effondrer. 250 invités retinrent leur souffle. La mère de la mariée s'évanouit sur le banc. Le père serra les poings si fort que ses jointures devinrent blanches. Camille avait 28 ans, une robe de mariée qui avait coûté 8 mois de son salaire d'infirmière, et un cœur qui se brisait en 1000 morceaux devant tous ceux qu'elle connaissait. Ce fut à ce moment qu'un homme se leva du dernier rang, un homme que Camille n'avait jamais vu, grand, élégant, avec un costume qui valait probablement plus que toute la cérémonie. Il s'approcha de l'autel d'un pas assuré et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ce qu'il dit changea pour toujours la vie de tous les deux. Et quand Camille découvrit qui était vraiment cet homme, elle comprit que le destin avait un sens de l'humour très particulier. Et que parfois les réponses arrivent quand on s'y attend le moins. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Camille Rousseau avait toujours cru aux contes de fées. Elle avait grandi à Lyon, dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, où sa grand-mère lui racontait chaque soir des histoires de princesses qui trouvaient leur prince charmant au bord de la Saône. Son père travaillait comme boulanger dans une petite boutique près de la place Bellecour. Sa mère était couturière dans un atelier du Vieux-Lyon. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Et Camille avait grandi avec la conviction que l'amour vrai existait, en qu'il suffisait d'attendre, que tôt ou tard il arriverait aussi pour elle. Elle avait rencontré Mathieu Dupont 5 ans auparavant, lors de la fête des Lumières. Il était charmant, avec ce sourire de publicité et ses yeux verts qui semblaient promettre le monde. Il travaillait comme commercial pour une entreprise de vin de Bourgogne, voyageait beaucoup, avait toujours des histoires intéressantes à raconter. Camille était tombée amoureuse presque immédiatement, avec cette naïveté qu'ont les personnes qui croient encore à la bonté des autres. Les premières années avaient été belles. Mathieu l'emmenait dîner dehors, lui offrait des fleurs, lui disait qu'elle était la femme de sa vie. Bien sûr, il y avait des choses étranges. Des appels auxquels il ne répondait pas quand il était avec elle. Des week-ends de travail qui se prolongeaient sans explication. Des messages qu'il effaçait rapidement. Mais Camille ne voulait pas voir. Elle ne voulait pas gâcher le rêve qu'elle s'était construit. Ses amis lui disaient de faire attention. Sa mère lui demandait si elle était sûre, mais Camille défendait toujours Mathieu. Elle était convaincue que l'amour signifiait faire confiance aveuglément, que les doutes étaient les ennemis du bonheur. Quand Mathieu lui avait demandé de l'épouser, 1 an plus tôt, Camille avait pleuré de joie. Enfin, son conte de fées se réalisait. Elle avait passé des mois à organiser chaque détail, les fleurs de lys, le traiteur avec son coq au vin et ses fromages affinés, la musique classique, les cadeaux pour les invités. Sa mère l'avait accompagnée pour choisir la robe dans une boutique du centre-ville, et ensemble, elles avaient pleuré dans la cabine d'essayage quand Camille s'était regardée dans le miroir et avait vu une mariée. Son père avait travaillé des heures supplémentaires pendant des mois pour pouvoir payer le banquet, refusant toute offre d'aide de la famille de Mathieu. Ce matin-là, le 15 juin, Camille s'était réveillée à 5 heures. Elle n'arrivait pas à dormir tellement elle était excitée. Elle avait regardé par la fenêtre, le soleil qui se levait sur Lyon, teintant de rose les toits du vieux quartier et les eaux du Rhône. La coiffeuse était arrivée à 7 heures, le maquillage à 8 heures. Les demoiselles d'honneur à 9 heures, avec leur rire nerveux et leur robe couleur lavande que Camille avait choisie avec tant de soin. Sa mère n'avait pas cessé de pleurer depuis la veille, mais c'était des larmes de joie, disait-elle. Des larmes d'une mère qui voit sa petite fille réaliser ses rêves. La cathédrale était pleine quand Camille était entrée au bras de son père. 250 personnes s'étaient levées pour la regarder. Les fleurs blanches et mauves décoraient chaque banc. La lumière filtrait à travers les vitraux, créant des arcs-en-ciel sur le sol de marbre. L'orgue jouait la marche nuptiale, et Camille avait senti son cœur exploser de bonheur. Mathieu l'attendait à l'autel, beau comme toujours dans son costume sombre. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux.
Quelque chose que Camille, aveuglée par la joie, n'avait pas voulu voir. Une tension, une inquiétude qui n'avait rien à voir avec l'émotion du moment. La cérémonie avait commencé. Le prêtre avait parlé de l'amour, du respect, de la fidélité. Il avait lu des passages de la Bible qui parlaient d'union éternelle. Et puis était arrivé le moment qui allait tout changer. Le téléphone de Mathieu avait vibré dans sa poche. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il avait regardé l'écran. Et son visage avait changé. Il était devenu blanc comme le voile de Camille. Sans dire un mot, sans donner d'explication, sans même la regarder dans les yeux, Mathieu Dupont s'était retourné et avait commencé à marcher vers la sortie de la cathédrale. Il avait traversé la nef centrale de plus en plus vite, avait poussé la lourde porte en bois et avait disparu dans la lumière aveuglante du midi lyonnais. Le silence qui suivit fut le plus assourdissant que Camille ait jamais entendu. 250 personnes qui n'osaient pas respirer. Le prêtre qui s'était figé au milieu de sa phrase. Les demoiselles d'honneur qui se regardaient sans savoir quoi faire. Et Camille, seule devant l'autel, sentant son monde s'écrouler, morceau par morceau, tandis que le bouquet lui glissait des mains tremblantes et tombait sur le sol de marbre avec un bruit sourd qui résonna dans la cathédrale silencieuse. Le chaos éclata quelques secondes plus tard. La mère de Camille s'évanouit. Son père courut vers la porte en criant le nom de Mathieu. Les demoiselles d'honneur se précipitèrent vers la mariée qui ressemblait à une statue de sel. Les invités commencèrent à parler tous en même temps, un murmure qui grandissait comme une vague, mêlant choc, indignation et ce plaisir morbide que certains ressentent face au malheur des autres. Camille ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas penser. Elle voyait les bouches s'ouvrir et se fermer autour d'elle, mais elle n'entendait pas les sons. C'était comme si elle était sous l'eau, dans un monde feutré, où tout ralentissait et perdait son sens. Elle sentait ses jambes céder sous le poids de la robe, mais elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Ce fut à ce moment qu'elle le vit. Un homme qui se levait du dernier rang, là où s'assoient ceux qui arrivent en retard ou ceux qui ne veulent pas se faire remarquer. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, un visage aux traits décidés et des yeux d'un gris profond qui semblaient voir au-delà des apparences. Il portait un costume anthracite fait sur mesure, de ceux qu'on reconnaît même de loin par la façon dont il tombe parfaitement sur le corps. Camille ne le connaissait pas, elle était sûre de ne l'avoir jamais vu, ni parmi les amis de Mathieu, ni parmi les connaissances de sa famille. Pourtant, cet homme marchait vers l'autel avec une assurance qui semblait déplacée dans ce moment de chaos total. Les invités se turent les uns après les autres, tandis que l'inconnu traversait la cathédrale. Il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir qui imposait le silence et l'attention. Une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de mots pour se manifester. Il s'arrêta à côté de Camille, si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et discret. Il la regarda dans les yeux pendant un long moment, comme s'il prenait une décision importante. Et puis, il se pencha vers son oreille et murmura quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Il lui dit qu'il s'appelait Alexandre Beaumont. Il lui dit qu'il était là par hasard, qu'il était entré dans la cathédrale pour admirer l'architecture et s'était retrouvé au milieu de ce désastre. Il lui dit que ce qu'il allait lui proposer pouvait sembler fou, mais que parfois, les situations désespérées demandaient des mesures désespérées. Il lui dit de faire semblant qu'il était le marié. Camille le regarda comme s'il avait perdu la raison. Cet inconnu lui demandait de l'épouser. Mais Alexandre continua à murmurer. Il lui expliqua qu'elle n'avait pas vraiment à l'épouser. Elle devait juste faire semblant pendant les 10 prochaines minutes qu'il était l'homme qui aurait dû être à l'autel. Elle devait le laisser faire quelque chose qui effacerait cette image d'elle, abandonnée et détruite de la mémoire de tous les présents. Il y avait quelque chose dans ses yeux gris, quelque chose de sincère et de déterminé, qui la poussa à acquiescer presque sans s'en rendre compte. Alexandre se tourna vers le public d'invités stupéfaits. D'une voix forte et claire, il annonça qu'il y avait eu un malentendu, que Mathieu Dupont n'avait jamais été le vrai marié, que lui
Alexandre Beaumont était l'homme que Camille avait choisi d'épouser, et que celui qui venait de sortir de la cathédrale n'était qu'un ex-petit ami jaloux qui avait essayé de ruiner la cérémonie. C'était un mensonge absurde, impossible à croire. Pourtant, la façon dont il le dit, avec cette assurance absolue, fit hésiter même les plus sceptiques. Et quand il se tourna vers Camille et lui prit les mains dans les siennes, la regardant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, quelqu'un parmi les invités commença à se demander si peut-être tout n'était pas vrai. Le prêtre, confus mais soulagé d'avoir une sortie de cette situation embarrassante, demanda si les deux voulaient continuer la cérémonie. Alexandre regarda Camille. Il lui demandait la permission, silencieusement, avec ses yeux gris qui semblaient comprendre exactement ce qu'elle ressentait. Et Camille, dans ce qui fut peut-être le moment le plus fou de sa vie, dit oui. La cérémonie continua comme dans un rêve, ou peut-être comme dans un cauchemar dont Camille n'arrivait pas à se réveiller. Les paroles du prêtre lui arrivaient assourdies, comme si elles venaient de très loin. Elle sentait la main d'Alexandre qui serrait la sienne, chaude et ferme, une ancre dans cette mer de confusion. Quand arriva le moment d'échanger les alliances, il y eut un instant de panique. L'alliance que Camille avait pour Mathieu n'aurait jamais convenu aux doigts de cet inconnu. Mais Alexandre, avec un naturel qui la laissa sans voix, sortit de la poche de sa veste une alliance en or blanc qu'il lui mit au doigt, comme s'il l'avait toujours eue sur lui, comme si cela avait toujours été le plan. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Alexandre se pencha vers Camille. Pendant un moment terrifiant, elle pensa qu'il allait l'embrasser, mais il se contenta de lui effleurer la joue de ses lèvres. Un geste tendre et respectueux qui fit soupirer de soulagement plus d'une personne. Ils sortirent de la cathédrale ensemble, main dans la main, sous une pluie de riz que les invités lançaient plus par inertie que par conviction. La mère de Camille regardait cet inconnu avec un mélange de gratitude et de méfiance. Son père serrait les poings, ne sachant pas s'il devait remercier cet homme ou lui demander qui diable il était. Alexandre guida Camille vers une Mercedes noire avec chauffeur, le genre de voiture que Camille n'avait vu que dans les films. Le chauffeur ouvrit la portière sans dire un mot, comme s'il était habitué aux situations extraordinaires. Une fois à l'intérieur, Camille réalisa ce qu'elle venait de faire. Elle avait épousé un inconnu. Légalement, devant Dieu et devant les hommes. Elle commença à trembler. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Alexandre enleva sa veste et la lui mit sur les épaules, un geste simple qui l'aida d'une certaine façon à respirer. Il attendit que les tremblements se calment, que les larmes cessent de couler. Il ne dit rien, n'essaya pas de la consoler avec des paroles vides. Il fut simplement présent, en silence. Camille lui demanda qui il était. Elle lui demanda pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Elle lui demanda ce qu'il voulait en échange, parce que personne ne fait rien gratuitement. Alexandre la regarda longuement avant de répondre. Il lui dit qu'il était homme d'affaires, qu'il possédait plusieurs entreprises en France et à l'étranger. Il lui dit qu'il était veuf depuis 3 ans, que sa femme était morte d'un cancer, et que depuis, il n'avait trouvé personne avec qui il voulait partager sa vie. Il lui dit que sa sœur avait été abandonnée de la même façon, 15 ans auparavant, et que le souvenir de ce jour le hantait encore. Il lui dit qu'il ne voulait rien en échange, qu'il pouvait annuler le mariage le lendemain, même que personne ne saurait rien. Camille lui demanda comment il pouvait avoir une alliance prête dans sa poche, s'il était vraiment entré dans la cathédrale par hasard. Et Alexandre sourit pour la première fois, un sourire qui illumina son visage et le rendit soudain plus humain. Il lui dit qu'il portait toujours sur lui l'alliance de sa femme, en mémoire d'elle, que quand il avait décidé d'intervenir, il avait pensé qu'elle n'aurait pas été contre l'idée qu'il l'utilise pour aider quelqu'un d'autre. Ce fut à ce moment que Camille commença à penser que peut-être, au milieu de tout ce désastre, le destin lui avait envoyé quelque chose d'inattendu. Les semaines qui suivirent le mariage furent les plus étranges de la vie de Camille. Alexandre l'avait emmené dans sa propriété en Provence, un mât avec des champs de lavande et une vue sur le mont Ventoux qui coupait le souffle. Il lui avait donné une chambre pour elle seule et n'avait jamais essayé de franchir cette porte sans y être invité.
Ils vivaient comme des colocataires polis, partageant les repas et quelques conversations. Alexandre travaillait beaucoup, passait des heures dans son bureau à passer des appels dans différentes langues, mais il trouvait toujours le temps de lui demander comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, si elle voulait parler. Ce fut une semaine après le mariage que la vérité sur Mathieu arriva. Sa cousine Émilie lui envoya un lien vers un article sur Internet. Un article de presse locale qui racontait l'histoire d'un homme de Lyon arrêté pour escroquerie sentimentale. L'homme s'appelait Mathieu Dupont, et ces 10 dernières années, il avait trompé au moins 7 femmes, les convainquant de lui prêter de l'argent qu'il n'avait jamais rendu, promettant des mariages qu'il n'avait jamais eu l'intention de célébrer. L'article racontait l'histoire d'une femme de Paris qui lui avait prêté 70 000 € pour une entreprise qui n'existait pas, d'une veuve de Bordeaux qui avait hypothéqué sa maison pour l'aider. Et il racontait l'histoire de Camille, la mariée abandonnée dans la cathédrale de Lyon, sauvée par l'intervention mystérieuse d'un des hommes les plus riches de France, Alexandre Beaumont, le fondateur et président d'un des plus grands groupes viticoles de France, avec des intérêts dans l'immobilier de luxe, la technologie et l'hôtellerie. Forbes l'avait inclus dans la liste des 100 Français les plus riches. Camille alla le chercher dans son bureau. Elle lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit qui il était. Alexandre lui dit qu'il n'avait pas menti. Il lui avait dit qu'il était homme d'affaires, et il l'était. Il n'avait pas pensé que les détails étaient importants. Il voulait lui donner la possibilité de le connaître comme une personne, pas comme un nom dans un article de journal. Il lui dit autre chose, ce soir-là. Ses avocats avaient découvert que Mathieu avait des dettes sérieuses, avec des gens dangereux. Il avait probablement fui la cathédrale parce qu'il avait reçu une menace. Si le mariage avait eu lieu, Camille serait devenue légalement responsable de ses dettes en tant qu'épouse. Alexandre l'avait sauvée 2 fois sans qu'elle le sache. De l'humiliation publique et de la ruine financière. Il lui prit les mains dans les siennes. Il lui dit qu'elle n'avait pas à décider de quoi que ce soit tout de suite, qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle voulait, qu'il l'aiderait à recoller les morceaux de sa vie, quelle que soit la forme que cette vie voudrait prendre. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été abandonnée à l'hôtel, Camille pleura sans honte. Elle pleura pour l'amour perdu, pour la confiance trahie, et pour la femme naïve qu'elle avait été. Mais elle pleura aussi de soulagement, parce que peut-être elle avait trouvé quelqu'un en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Les mois passèrent, et Camille resta dans le mas en Provence. Non pas parce qu'elle n'avait pas d'alternative, mais parce qu'elle avait découvert qu'elle voulait rester. Alexandre ne lui avait jamais rien demandé. Il n'avait jamais essayé de transformer ce mariage de convenance en quelque chose de plus. Il la traitait avec respect, avec gentillesse, avec une attention à ses besoins que Mathieu n'avait jamais montrée en 5 ans. Petit à petit, Camille avait commencé à le connaître. Elle avait découvert l'homme derrière les titres des journaux. Elle avait découvert qu'il se levait chaque matin à l'aube pour se promener dans les champs de lavande, qu'il lisait de la poésie de Baudelaire avant de dormir, qu'il cuisinait un bœuf bourguignon le dimanche quand il n'avait pas d'engagement professionnel. Elle avait découvert l'histoire de sa première femme, Marie, morte après 2 ans de lutte contre le cancer. Elle avait vu les photos d'eux ensemble, une femme belle et souriante qui semblait illuminer chaque image. Elle avait compris pourquoi Alexandre portait encore son alliance dans sa poche, pourquoi il parlait d'elle avec une tendresse qui ne s'estompait pas avec le temps. Et elle avait découvert, à sa grande surprise, qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour cet homme. Ce n'était pas l'amour foudroyant et naïf qu'elle avait ressenti pour Mathieu. C'était quelque chose de différent, de plus mûr. C'était la sensation d'être vue pour ce qu'elle était, pas pour ce que quelqu'un voulait qu'elle soit. C'était la sécurité de pouvoir être vulnérable sans être jugé. C'était le réconfort d'une présence constante qui ne demandait rien en retour. Un soir d'octobre, tandis qu'ils dînaient ensemble sur la terrasse, avec les lumières d'Avignon brillantes au loin, Camille rassembla son courage et dit à Alexandre ce qu'elle ressentait. Elle ne savait pas si c'était bien, si c'était le bon moment, s'il ressentait la même chose. Mais elle ne voulait plus se cacher. Alexandre resta silencieux pendant un temps qui sembla interminable.
Camille sentit son cœur lui tomber dans la poitrine. Puis il lui prit la main à travers la table. Il lui dit qu'il attendait ce moment depuis des semaines, qu'il était tombé amoureux d'elle en la regardant recoller les morceaux de sa vie avec une force qu'il avait laissée sans voix, qu'il n'avait pas osé dire quoi que ce soit parce qu'il ne voulait pas qu'elle se sente obligée. Il lui dit que Marie lui avait fait promettre, avant de mourir, qu'il ne passerait pas le reste de sa vie seul, et que pendant 3 ans, il avait pensé que cette promesse était impossible à tenir. Jusqu'à ce jour, dans la cathédrale, quand il avait vu une femme au cœur brisé trouver le courage de continuer. Ils se remarièrent, cette fois dans une cérémonie petite et intime avec seulement les proches, où Camille put dire oui en sachant exactement qui elle avait devant elle. Cette fois, les larmes qu'elle versa furent de pure joie. Ses parents, initialement méfiants, apprirent à aimer Alexandre. Son père trouva en lui quelqu'un avec qui parler de vin et de pétanque, découvrant avec surprise que le milliardaire connaissait les meilleurs crus de Bourgogne aussi bien que lui. Sa mère l'adopta comme le fils qu'elle n'avait jamais eu, le couvrant de conseils non sollicités et de plats de cassoulet maison. 1 an après le mariage, Camille découvrit qu'elle était enceinte. Alexandre pleura quand elle le lui dit. Ils appelèrent la petite fille Marie, en l'honneur de la femme qui avait fait promettre à Alexandre de ne pas rester seul. Mathieu finit en prison pour ses escroqueries. Camille n'alla pas au procès. Quand elle lut la condamnation à 6 ans, elle ne ressentit pas de colère, seulement de la compassion pour un homme qui n'avait jamais appris à vraiment aimer quelqu'un. 5 ans avaient de passé depuis le jour où Camille avait été abandonnée à l'hôtel. Le mas en Provence était devenu un vrai foyer, plein de rires et de vie. Marie avait 4 ans et courait dans les champs de lavande avec l'énergie des enfants heureux. Un deuxième enfant, Lucas, était né 2 ans après, un garçon avec les yeux gris de son père et le sourire de sa mère. Camille avait ouvert une petite association d'aide aux femmes victimes d'escroqueries sentimentales. Elle l'avait appelée « Seconde Chance », un nom qui racontait son histoire sans avoir besoin d'explication. Ses parents venaient leur rendre visite chaque dimanche. Son père, maintenant à la retraite, passait des heures dans le jardin avec les petits-enfants, leur apprenant à jouer à la pétanque. Sa mère profitait de la vie. Heureuse comme Camille, ne l'avait jamais vue auparavant. La tristesse qu'elle avait portée pendant des années avait enfin disparu. Un jour de juin, exactement 5 ans après, Alexandre proposa à Camille de retourner à la cathédrale de Lyon, pas pour une cérémonie, juste pour fermer un cercle. Camille hésita, elle n'était jamais retournée dans cette cathédrale. Elle avait peur que les souvenirs la submergent, mais Alexandre lui serra la main et lui dit que c'était le moment, que les mauvais souvenirs se combattent en créant de bons, et qu'il était temps de transformer ce lieu de douleur en un lieu de gratitude. Ils entrèrent dans la cathédrale par un après-midi ensoleillé, les enfants par la main. La lumière filtrait à travers les vitraux comme ce jour-là, 5 ans plus tôt, créant les mêmes arcs-en-ciel sur le sol de marbre. Mais tout le reste était différent. Camille regarda l'autel où elle était restée seule, abandonnée et détruite. Elle regarda le dernier rang où Alexandre s'était levé pour venir à son secours. Elle regarda la nef qu'elle avait parcourue au bras de son père. Et elle ne ressentit pas de douleur, elle ne ressentit pas de colère, elle ne ressentit que de la gratitude. Gratitude d'avoir été abandonnée par un homme qui ne la méritait pas. Gratitude pour l'inconnu qui avait eu le courage d'intervenir. Gratitude pour la vie qu'elle avait construite sur les ruines de celle qu'elle avait perdue. Marie lui tira la jupe et lui demanda pourquoi elle était si silencieuse. Camille s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur et lui raconta une histoire. Elle lui raconta l'histoire d'une princesse qui pensait avoir trouvé son prince, mais qui découvrit que le vrai prince était celui que personne n'attendait. Elle lui raconta comment, parfois, les choses les plus laides qui nous arrivent nous mènent vers les plus belles. Alexandre lui mit un bras autour des épaules et la serra contre lui. Il lui dit qu'il était fier d'elle, fier de la femme qu'elle était devenue. Il lui dit que ce jour-là, 5 ans plus tôt, quand il l'avait vue à l'autel le cœur brisé, il avait ressenti quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. Une certitude que cette femme faisait partie de son destin, qu'elle avait été la réponse à la promesse faite à Marie. Ils sortirent de la cathédrale ensemble.
Une famille qui n'aurait jamais dû exister, née d'un désastre qui s'était transformé en bénédiction. Le soleil de Lyon les accueillit, chaud et lumineux, et Camille leva le visage vers le ciel avec un sourire. Elle avait traversé le moment le plus sombre de sa vie dans cette cathédrale, et elle en était sortie avec quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un mari qui l'aimait vraiment. 2 enfants merveilleux, une vie pleine de sens et d'amour, et la certitude que parfois, être abandonné à l'autel est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Si cette histoire t'a fait croire que même dans les moments les plus sombres peut se cacher une lumière inattendue, et que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de les saisir, laisse une trace de ton passage avec un cœur. Et si tu veux soutenir ceux qui racontent des histoires, qui célèbrent la force de recommencer et la beauté de trouver l'amour là où on l'attend le moins, tu peux le faire avec un petit geste grâce à la fonction « Super merci » juste en dessous. Chaque contribution est une façon de nous dire que ces histoires comptent, tout comme ce murmure à l'autel qui a tout changé pour toujours.